Yes, bienvenue à la partie numéro 3, l'élaboration d'un protocole de prise en charge des commotions cérébrales. Donc, à partir de maintenant, les autres capsules, on va couvrir les 5 étapes qui sont là. Donc, aujourd'hui, dans la capsule numéro 3, on parlait de la prévention. Donc, c'est de celle-là qu'on va parler aujourd'hui. Donc, premièrement, la prévention va se faire à plusieurs niveaux. Il y a les activités à risque. On ne se le cachera pas, dans votre carrière d'intervenant en loisir, vous allez faire des choix d'activités en fonction des risques. Par exemple, le football contact dans un CHSLD, c'est pas une bonne idée. En fait, c'est vraiment une bonne idée dans un contexte de loisir. Mais vous savez que ce sport-là ou cette activité-là risque d'engendrer plus de coups à la tête que, par exemple, de faire une activité de ping-pong. Donc, les activités à risque, on le sait qu'il y a plus de chances que notre participant ait une commotion cérébrale. On va adapter en fonction avec soit de l'équipement ou des règlements ou des modifications à l'activité. Ensuite, le type de clientèle. Les personnes âgées sont plus à risque de commotion cérébrale à cause de l'espace. Le cerveau, avec l'âge, il perd de la masse, donc il peut se promener plus. Les vaisseaux sont moins élastiques, donc ils déchirent plus. Les très jeunes enfants, la tête est plus lourde et plus grosse, donc quand ils vont avoir une chute, c'est la tête qui va prendre le coup en premier, par exemple. Ensuite de ça, bon, les attitudes, on va y revenir dans quelques instants, ainsi que les comportements. Ça, vous avez un grand rôle de prévention à faire là-dessus. Quand vous voyez qu'un participant est en train de perdre les pédales ou qui respecte pas les règlements, c'est à vous de le ramener. Même moi, comme thérapeute du sport, moi, j'ai un rôle professionnel de dire aux arbitres, mais là, si vous faites pas votre job, il va falloir que quelqu'un la fasse à un moment donné. Ça a toujours bien fini, d'ailleurs, ces discussions-là avec les arbitres. Et ensuite, les contextes à risque. On sait que les gens en compétition ou lorsqu'ils sont évalués vont mettre le paquet de plus. Par exemple, dans les séries au football en fin de saison, ben, on va frapper plus fort. On voit ça au hockey, entre autres. Tandis que le reste de la saison, on s'économise un peu. Ensuite de ça, bon, tout ce qui a rapport à l'équipement, au matériel, à l'encadrement, mais ça, c'est votre rôle de vous assurer que lorsqu'on commence une activité avec nos participants, l'activité, elle est sécuritaire. Au niveau du matériel, les casques, contrairement à la croyance populaire, ne protègent pas contre les commotions cérébrales. Les casques vont vous protéger contre les fractures du crâne, contre les dommages aux tissus, aux musculo-squelettiques, mais diminuent que très peu les commotions cérébrales, et ce, peu importe le type de casque, là, que ce soit hockey, football, vélo ou même celui de jet. Là. On voit pas une très grande diminution. On voit une immense diminution par contre au niveau des fractures. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il faut connaître les limites du matériel. Il y avait aussi une période avec les mouthpieces, les protecteurs buccaux. On disait que ça diminuait beaucoup les commotions cérébrales. Ça n'a pas été vraiment prouvé, là. C'est un petit peu plus complexe que ça. Les modifications des techniques et des règlements. Donc ça, l'image qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le Seahawks Tackle, le plaqué inspiré des Seahawks de Seattle, une équipe de la NFL. Les Seahawks ont décidé de modifier leur manière d'enseigner le plaqué de football et de s'inspirer un peu plus du rugby. Donc de complètement retirer la tête de l'équation et de faire pratiquer les joueurs beaucoup sans équipement. Donc le fait qu'il n'y ait pas d'équipement, les joueurs avaient tendance à plus se protéger la tête que, par exemple, lorsqu'ils ont un casque, où là, ils ont tendance à l'utiliser comme arme. Depuis 2015 ou 2016, peut-être plus 2016, tous les coachs de football ont l'obligation de faire une formation de quelques heures qui s'appelle contact sécuritaire. Cette formation enseigne aux entraîneurs comment bien montrer le plaqué au football, comment identifier les plaqués ou les comportements qui sont fautifs, une revue aussi des règlements sur le plaqué avec la tête et tout ça. On a la même chose, entre autres, au football, pardon, pas au football, au hockey, légèrement différent, mais le concept, il est là aussi. Donc, dépendant du sport, les fédérations sont amenées à former le personnel sur les bonnes techniques, mais aussi les arbitres sur les règlements. Et ça, il y a un comité sécurité qui doit s'assurer de ça. Et le comité sécurité va recevoir les informations que vous allez leur transmettre. Donc, c'est important en termes de prévention, là, la paperasse, la documentation, mais de transmettre, de constater, on se rend compte, par exemple, lors du changement de règlement au football, qu'il y a plus de blessures en fin de partie. Donc, on diminue football mineur plutôt que d'être 4 quarts de 15 minutes, on parle de 4 quarts de 12 minutes.
Donc, les parties sont 12 minutes moins longues. Au lieu de durer 60 minutes, ça dure 48 minutes. Et on a augmenté une grande diminution des blessures chez les jeunes athlètes. L'élaboration des protocoles, la sensibilisation, donc plus vous en parlez, plus les gens vont être conscients et plus ça va modifier leur comportement, mais aussi que ils vont les déclarer plus souvent. Plus ils les déclarent, moins il y a de chances d'avoir de lésions dramatiques comme le syndrome de second impact. Il y a aussi le fait avec la sensibilisation que ce qu'on a vu beaucoup augmenter dans les dernières années, les joueurs, ils font pas leur snitch, là, mais ils vont venir le dire, va nous regarder tel athlète, mon partner, il a eu un coup à la tête, il veut pas t'en parler, mais ça serait le fun que tu ailles le vérifier. Donc ça, on voit ça beaucoup plus qu'avant. Je viens de parler de l'éducation, donc d'éduquer les arbitres, le personnel, les coachs et tout ça. Il y a beaucoup de travail qui a été fait et il en reste beaucoup encore à faire. Ça, c'est une vieille publicité qui est plus active, mais l'idée était bonne, mais beaucoup trop de texte, les gens s'arrêtent pas, la lisent pas vraiment. Les nouvelles, très simple. Tu te cognes, t'en parles, le site web, merci, merci, bonsoir. Donc ça, c'est la campagne qui devrait être en vigueur. Quoique là, avec la COVID, il n'y a plus de sport, fait qu'il n'y a plus de commotion, là. C'est bien ça l'avantage. Mais on va voir ces publicités-là beaucoup dans les écoles et les intervenants en loisirs et en sport sont encouragés à partager l'information. Si vous allez sur le site web qui est dans les références qui sont partagées avec les capsules, vous allez avoir là, tout le matériel promotionnel et les informations si vous voulez faire de l'éducation auprès de vos participants. Autre que le sport, parce que là, moi, je parle de sport, puis de sport, puis de sport, mais vous pouvez intervenir dans d'autres contextes. L'an passé, à presque pareille date, il y avait eu un témoignage, un documentaire sur les traumatismes crâniens dans la violence conjugale. Et on se souvient, l'an passé, il y avait eu là, un nombre record de féminicides là, en début d'année particulièrement. Et puis là, ça avait fait jaser beaucoup, puis ça avait ouvert la porte à ça. Je vous encourage à aller regarder le documentaire. Je crois que c'est l'émission Enquête ou Découverte ou je sais pas quoi. Là. Vous pouvez aller lire l'article aussi là, dont j'ai mis l'image dans la diapo. Je vous encourage à prendre 5 minutes pour lire ça. C'est très intéressant. Puis ça nous ferait ouvrir les yeux sur d'autres problématiques qu'on est moins familier ou du moins qu'on parle beaucoup moins. Et un des chiffres qui m'avait interpellé beaucoup, il disait que pour chaque, je ne sais plus du chiffre exact, 2000-2500 athlètes, pour chaque 2500 femmes qui ont une commotion cérébrale suite à de la violence domestique, il y a un joueur qui paraît dans les médias. Donc, à chaque fois que vous voyez un joueur dans les médias, Sidney Crosby ou un autre qui a une commotion, ben dites-vous que derrière ça, il y a l'équivalent de 2500 femmes qui ont eu aussi des commotions cérébrales à cause de la violence conjugale. Donc, le chiffre est immense. Pourtant, on n'en parle pas. Il y a très, très peu de recherches. Ce qu'ils disaient les chercheurs, c'est qu'ils en fait se réjouissaient un peu de la recherche qui est faite dans le sport parce qu'ils utilisent les mêmes données pour les appliquer à la violence conjugale. Les mécanismes étaient un peu différents. Donc oui, il y a les coups à répétition à la tête ou indirect, mais il y avait effectivement tout ce qui était strangulation, qui crée ce qu'on appelle une lésion anoxique cérébrale, donc qui est un trauma cérébral, pas crânien, donc il n'y a pas de coup, mais ça réduit l'oxygène au cerveau et ça peut causer des lésions avec le temps. Euh, on parlait de changement de comportement, ben, le changement de comportement s'applique aussi à la violence conjugale. Et ce qui est souvent remis en question, c'est ce qu'on appelle en anglais le victim shaming. Mais oui, mais pourquoi elle s'en va pas, si elle n'est pas heureuse, qu'elle s'en aille. En fait, le problème est beaucoup plus profond que ça. Et la vraie question, c'est pourquoi lui, il la frappe. Là, j'utilise en passant l'exemple masculin étant la personne qui est l'agresseur et féminin étant la victime parce que dans 90% des cas, c'est ça, mais vous comprendrez évidemment que ça va dans les deux bords. Okay? Donc, pourquoi lui la frappe? La question, elle est là. Donc, tout ce qui est changement de comportement. Très peu d'études qui sont faites là-dessus, très peu de maisons ou de groupes pour les hommes violents. Et ça, c'est une des pistes où il faut mettre beaucoup, beaucoup de travail.
L'examen médical, en fait, un autre point qui était relevé, c'est que les femmes victimes de violences conjugales, les contacts qu'elles ont avec leur médecin sont souvent très courts. Je ne sais pas la dernière fois que vous êtes allé voir votre médecin de famille, mais ça dure 5, 10 minutes, 15 minutes si vous êtes chanceux. Donc, de commencer de parler de la dynamique à la maison, de s'ouvrir comme ça, c'est très difficile. Donc, l'examen médical va révéler des lésions, va révéler une commotion, et ça, c'est s'il y a un examen médical. Et si l'examen médical n'est pas fait en présence de l'agresseur. Donc, il y a tout ce contexte-là qui vient biaiser un peu l'examen médical et qui le rend invalide. Donc, il faut éduquer aussi le personnel hospitalier médical à cet aspect-là. Ensuite de ça, le dernier point pour la violence conjugale, c'est qu'on associait souvent les problèmes de santé mentale ou le stress post-traumatique suivant une relation violente. On l'associait justement à la santé mentale, donc au traumatisme que la personne avait vécu. Ceci étant dit, ce que les chercheurs ont réalisé, c'est que beaucoup de symptômes chroniques des femmes qui, par la suite, ressemblent à de l'encéphalopathie traumatique chronique. Donc, une femme qui a été victime de violence conjugale pendant des mois, des années, avec des centaines, même voire des milliers de coups à la tête, mais c'est la même chose qu'un joueur de football qui frappe avec sa tête constamment. Donc, ça pourrait expliquer une partie des symptômes. C'est facile dans le monde du sport de dire, ben, tu as une commotion cérébrale, je te retire du jeu, on fait ta réhabilitation. Pour la violence conjugale, on n'a pas cette option-là de dire, ben, OK, pendant 2 semaines, tu ne verras pas ton agresseur, on va te laisser récupérer, par ça, tu retourneras le voir. Donc, c'est pas ça du tout qui arrive. On sait que ça va créer des symptômes chroniques, tels que l'ETC. Et donc, c'est un mix de stress post-traumatique relié au traumatisme psychologique et du traumatisme physique lui-même. Si jamais vous êtes victime de violence conjugale ou que vous avez des questions, ou vous n'êtes pas sûr, je vous encourage fortement à visiter le site web de SOS Violence Conjugale, où il y a plein de réponses à toutes sortes de questions. Ou si des gens de votre entourage sont victimes, que ce soit de la violence psychologique, financière, physique, émotionnelle, peu importe, visitez le site web excessivement bien fait. Ça, c'est un outil de sensibilisation aux commotions cérébrales qui avait été développé justement par les chercheurs qui parlent dans l'article que je vous ai présenté là, précédemment. Je vous encourage à aller le faire, c'est pas très long, mais c'est un très beau module qui va vous éduquer sur les commotions cérébrales dans un contexte de violence domestique ou violence conjugale. Donc, c'est tout pour la deuxième partie sur la prévention. On s'en reparle, on s'en reparle pas en fait, c'est ça qui est plate. Mais vous allez me réécouter bientôt pour l'identification.